Aujourd'hui, on va parler édition, et pas n'importe lesquelles, les différentes éditions des 6 suites pour violoncelle seul de Jean-Sébastien Bach. Le choix de l'édition est très important parce qu'une édition ne va pas forcément vous convenir si vous avez un prof ou si vous n'en avez pas, si vous êtes professionnel, si vous êtes élève, si vous allez jouer les suites en concert ou si c'est pour les jouer chez vous. Tout ça, ça rentre en compte pour choisir l'édition qui vous conviendra et donc on va parler de tout ça ensemble. C'est parti. Je vous propose de commencer par mon édition à moi, celle que j'utilise vraiment depuis de nombreuses années. Donc cette édition, c'est l'édition Peters. Ce que j'aime beaucoup dans l'édition Peters, c'est qu'il n'y a pas d'indication éditoriale d'un violoncelliste ou de l'éditeur d'ailleurs. On a vraiment une partition épurée qui est très bien quand on est professionnel et qu'on veut faire un travail sur les suites de Bach, qu'on veut nous-mêmes noter nos idées, nos articulations, nos doigtés, nos coups d'archet. Parce qu'à la base sur cette partition, il n'y a pas un seul coup d'archet, pas un seul doigté, il n'y a pas de nuance, rien du tout. On est vraiment sur une reproduction fidèle d'une des copies du manuscrit de Jean-Sébastien Bach. Parce que là, je fais une parenthèse, le manuscrit de Jean-Sébastien Bach n'existe pas. Enfin, en tout cas, on ne l'a jamais retrouvé. Peut-être a-t-il été détruit, peut-être on le retrouvera un jour, mais bon, en tout cas, aujourd'hui, on ne l'a pas. Donc ce qu'on a, ce sont des copies du manuscrit, notamment 2 copies qui sont principalement utilisées par les éditeurs, c'est celle de sa femme, Anna Magdalena Bach, et celle de son copiste, Johann Peter Kellner. Donc là, en l'occurrence, les éditions Peters se servent des 2 sources, des 2 manuscrits, pour proposer cette édition, d'accord? Donc les seules indications qu'on va voir sur cette édition sont celles que l'on retrouve sur l'un des 2 manuscrits qui a été utilisé pour faire cette édition. Donc ça c'est très important parce que quand on est professionnel et qu'on travaille sur Bach, on a envie de partir un petit peu d'une feuille blanche et c'est l'édition que je préfère pour ça parce que ça nous permet vraiment d'avoir la base. Donc ça c'est un gros avantage de l'édition Peters, à mon opinion et par rapport à ma pratique du violoncelle. Évidemment, si vous déchiffrez pour la première fois les suites de Bach et que vous n'avez pas de professeur, ça va être très difficile de commencer avec ce genre d'édition parce qu'il ne va pas y avoir un seul doigté, un seul coup d'archet, donc c'est possible que vous vous sentiez un petit peu perdu. Donc ce ne serait pas forcément l'édition que je conseillerais pour commencer le travail des suites de Bach si on est autodidacte, par exemple, si on n'a pas de prof. L'autre chose que je trouve vraiment super avec cette édition, c'est que nous pouvons jouer intégralement les 6 suites sans qu'il n'y ait de tourne pendant un mouvement. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Parce que rien n'est plus frustrant quand on souhaite jouer la pièce d'un bout à l'autre, même pas forcément en concert, mais voilà, et qu'on ne la connaît pas par cœur, de devoir s'arrêter pour tourner une page. Donc ça, par rapport à moi, à ma pratique, je trouve ça vraiment top. Maintenant, on va passer à une édition complètement différente, qui est aussi très intéressante et que j'utilise beaucoup. C'est l'édition Bärenreiter. Okay, donc ça, comme vous voyez, on est sur une épaisseur qui est beaucoup plus grande parce que l'édition Bärenreiter, c'est vraiment la référence quand on veut étudier les suites de Bach vraiment en profondeur parce qu'elle contient les 4 copies connues du manuscrit de Jean-Sébastien Bach en intégralité. Donc à chaque fois, on a les 6 suites de Bach, les 6 suites de Bach, les 6 suites de Bach à chaque fois de manière complète. Donc c'est vraiment une ressource extraordinaire quand on veut consulter les manuscrits, sachant qu'on les a vraiment sous la main, en fac-similé, ça a été fait très proprement. Donc ça c'est vraiment top. Mais cette édition vient également avec un fascicule avec toutes les explications sur ces 4 manuscrits, comment fonctionnent les sources, quels ont été les choix pour l'édition de Bärenreiter elle-même après. Et c'est très intéressant. Alors bon, c'est en anglais, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vraiment je vous conseille de lire ce fascicule parce que c'est très intéressant. Et en plus, il y a des sources iconographiques pour montrer comment on tenait l'archet, comment on tenait le violoncelle, à quoi correspondait telle ou telle articulation. Enfin, il y a vraiment plein de choses très intéressantes, donc c'est vraiment très bien pour votre culture violoncellistique. Enfin, avec l'édition Bärenreiter, évidemment, vient un fascicule avec la partition éditée de manière moderne par Bärenreiter, avec une partition qui est très épurée, très propice au travail et qui nous permet vraiment d'avoir une sorte de page vierge pour ensuite aller chercher les informations dans différents manuscrits pour nous permettre vraiment de travailler correctement en tant que soit professionnel, soit élève avancé, soit en étant même simplement intéressé par l'histoire des suites, comment
comment ça fonctionne et d'avoir envie d'un peu de découvrir ce monde des suites de Bach. Mais c'est vrai que c'est intéressant, surtout si on a déjà un bagage violoncellistique et musical assez conséquent, qui nous permet d'être critique, par exemple entre deux manuscrits, de se dire bah tiens, moi je vais choisir cette note-là, ou parce qu'il y a un doute sur telle note, ou alors moi je vais choisir cet endroit où est indiquée la liaison. Je trouve ça intéressant et c'est une belle manière de stimuler notre esprit critique tout en restant humble et en respectant le manuscrit et en ne faisant pas de choix où on pourrait se dire un jour « j'ai trouvé, c'est comme ça et c'est pas autrement, j'ai la solution ». Non, je pense que personne n'a la solution et tout le monde devrait continuer à se poser continuellement des questions quand on en vient au manuscrit de Jean-Sébastien Bach. Donc voilà pour les éditions Bärenreiter, qui sont donc avec les éditions Peters, les deux éditions que moi j'utilise vraiment de manière quotidienne et depuis des années quand je travaille les suites de Bach. Et là, on va avoir une version qui diffère énormément, c'est l'édition des 6 suites de Bach édité par Maurice Gendron. Donc Maurice Gendron, c'était un violoncelliste professeur au CNSM de Paris, donc un grand violoncelliste du XXe siècle, qui a donc fait éditer sa propre édition des suites de Bach. Donc elle est très intéressante parce qu'il y a 1, 2, 3 indications par note sur son édition. Doigté, coup d'archet, extension, tout est noté vraiment à la virgule près, de manière à ce que l'interprète qui joue cette pièce sache exactement quoi faire sur chaque note. Ça dénote vraiment d'une démarche pédagogique pour permettre à l'interprète d'avoir toutes les clés en main pour jouer ses suites. Donc clairement, c'est un avantage. Si vous êtes autodidacte, que vous n'avez pas de professeur, que vous souhaitez vous lancer dans les suites de Bach, effectivement, je vous recommanderais potentiellement plutôt une édition avec des indications, données d'autant plus par un professeur de violoncelle, qu'une édition qui est vierge de tout doigté, tout coup d'archet et vous laissez vous jeter dans le vide comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment la dimension pédagogique, elle est très intéressante. Après, l'inconvénient d'avoir autant d'indications qui sont vraiment imprimées, c'est que dès qu'on souhaite changer quelque chose, à partir du moment où on commence à maîtriser un petit peu le texte et qu'on souhaite par exemple modifier l'endroit d'une liaison, modifier un doigté, un coup d'archet, eh ben c'est difficile parce que la partition est déjà très chargée. Donc dès qu'on doit changer un doigté, un coup d'archet, une liaison, on doit raturer, on doit rajouter, on doit barrer, ça fait un petit peu des pâtés partout. Et la partition, peut-être pas au début, mais au fur et à mesure, va devenir moins lisible parce qu'on ne peut pas juste gommer les indications qui ont été imprimées. Donc c'est bien cette édition si on ne s'écarte pas vraiment du choix éditorial. Si on commence à essayer d'autres choses, ce qui arrive en fait souvent quand on joue du Bach, c'est qu'on va commencer à essayer d'autres choses, on va vouloir expérimenter quand on commence à maîtriser un petit peu les suites, et bien là, ça nous restreint un petit peu. Et c'est le principal inconvénient. Et l'autre inconvénient, enfin pour moi, je trouve que c'est un inconvénient, c'est que si on commence à vouloir changer une liaison ou un coup d'archet, souvent c'est pas possible parce que Maurice Gendron a tout imaginé pour suivre sa propre logique. Donc tel coup d'archet, telle liaison, tel doigté va nous emmener à tel endroit sur le violoncelle avec telle place d'archet, telle vitesse d'archet. Et si on change un truc au milieu, ça va perturber la logique et ça va faire que le doigté ou le coup d'archet d'après va perdre aussi en logique parce qu'on va pas être à la bonne place d'archet, on va pas être au bon endroit sur la corde, on va pas être à la bonne vitesse. Pour cette raison également, c'est pas évident de changer les indications qui sont proposées par Gendron. Donc cette manière de jouer les suites, pour moi, elle est efficace si on veut les jouer comme ça. Et à ce moment-là, le résultat, à mon avis, peut être vraiment top. Si on commence à vouloir explorer, expérimenter, changer, on va vite être limité par ce genre d'édition. Voilà. Mais cette édition n'est pas la pire en ce qui concerne des propositions un petit peu contraignantes d'un violoncelliste, parce que la pire, mes amis, et celle-ci je ne l'ai jamais travaillée, parce que celle-ci, pour moi, c'est vraiment impossible de rentrer là-dedans, c'est l'édition des 6 suites éditée par Paul Tortelier. Alors Paul Tortelier est un très grand violoncelliste et je l'admire énormément, d'accord? Mais par contre, là, on est à un autre niveau de micro-management de chaque élément, de chaque note. Parce que, en fait, Tortelier non seulement propose des doigtés, des coups d'archet, exactement la place de l'archet où il veut, il rajoute des nuances, il met des crescendo, il note
tout, mais en plus, il a carrément inventé son propre langage de phrasé, d'accord? Donc les petits traits que vous voyez là un peu partout, en fait, ce sont des indications de phrasé, de comment jouer telle pièce. Chaque signe en fait a sa signification et donc on va avoir ici le dictionnaire de à quoi ça ressemble. Sur chaque note, on va avoir à chaque fois le type de, comment appeler ça, de courbe, de dessin qu'il propose sur la note et qui à chaque fois a une signification différente. Je vais vous en lire un. Le signe ci-contre, donc là on parle d'une simple accolade, pris parmi ceux représentant plus haut, a été placé aux endroits importants où aucune interruption n'est bonne. Donc voilà, par exemple, il choisit un signe et il va le mettre entre deux notes. Ça veut dire qu'entre ces deux notes, il ne faut pas d'interruption. Il faut vraiment continuer la phrase musicale. Moi, ce que je trouve compliqué avec ce genre d'approche, c'est que déjà, il faut savoir ce que ça veut dire, aller chercher le bon signe. Il semble y avoir au moins une vingtaine de signes différents qui ont été complètement inventés par Paul Tortelier. Je ne vous parle même pas des autres nuances, coups d'archet, doigtés, hein. Vraiment juste les signes de phrasé. Et ensuite, il faut réussir à les reconnaître et à les exécuter correctement. Je veux dire, même avec moi, ma propre technique, ma propre connaissance des suites de Bach, que je connais par cœur quand même, que j'ai travaillé des années, je ne sais pas si je serais capable de me souvenir vraiment de tous ces termes pour avoir exactement tel enchaînement entre deux notes. Je trouve ça extrêmement réducteur et puis on finirait par penser plus qu'à ça et on perdrait le côté un petit peu naturel d'essayer plusieurs choses, de varier, par exemple de proposer une manière de jouer la première partie et une manière de jouer la deuxième partie qui est complètement différente, d'essayer de tester deux choses différentes en fonction de l'acoustique de là où on est, par exemple. Honnêtement, quelle que soit la situation dans laquelle on est, au niveau, est-ce qu'on est élève, est-ce qu'on est professionnel, est-ce qu'on a un prof ou pas, je ne recommanderais pas cette édition. Je la trouve compliquée, indigeste, on perd le sens du texte. Voilà, il y a trop de trucs. Bon, c'est mon avis sur cette édition, c'est vraiment personnel, mais voilà, je trouve que c'est important de vous le partager quand même. Alors, maintenant, on va passer à une autre édition que je trouve très intéressante. Donc là, on est chez Billaudot, et c'est une édition proposée par Michel Tournus, d'accord? Donc un violoncelliste également. Ce qui est intéressant, la première chose qu'on peut noter dans cette édition, c'est qu'elle est en 2 volumes. On va avoir les suites 1, 2, 3 dans le premier volume et les suites 4, 5, 6 dans le deuxième volume. Bon, je peux me tromper, mais à mon avis, la raison, c'est uniquement une question de coût, en fait. C'est-à-dire que chacun des 2 livres peut être acheté séparément et donc ça va être moins cher que si on devait acheter les 2 en même temps et donc le prix pour les 6 suites serait plus élevé. Par exemple, si on est débutant et qu'on vient de commencer le violoncelle depuis 3-4 ans, on est débutant intermédiaire, a priori, on va commencer par les suites 1, 2, 3 et on va pas avoir les suites 4, 5, 6 avant longtemps. Donc, de manière pédagogique, pour un professeur, ça permet de se focaliser sur les 3 premières suites à un prix inférieur que si l'élève avait dû acheter les 6 suites d'un coup. Donc ça, c'est intéressant. Alors, je connais pas bien cette édition, je la découvre avec vous. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'elle s'ouvre, vous voyez, elle s'ouvre sur le côté. D'accord? Donc ça, c'est une habitude qu'on retrouve beaucoup dans les facsimilés ou les éditions anciennes, qui est assez sympa, qui permet d'avoir une sensation d'avoir un petit peu plus de place parce que les lignes sont plus grandes que quand on les lit de manière verticale. Et on a à côté les manuscrits qui sont fournis. On a le petit manuscrit du facsimilé et ce qui est intéressant, c'est que bon, il prend aussi moins de place que dans l'édition Bärenreiter avec 2 pages par page, donc c'est aussi moins cher et ça permet d'avoir un peu une édition de poche, enfin pas de poche parce que ça reste du A4, mais c'est aussi facilement consultable, même si c'est écrit petit, puisque a priori quand on consulte les manuscrits, on n'est pas vraiment au pupitre en train de jouer, on est plutôt à la table en train de comparer, donc ça pose pas de problème et je trouve quand même que c'est assez lisible. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une édition qui est assez épurée, ils prennent de la place, ils n'hésitent pas à laisser vraiment de la place entre les lignes. Donc même s'il y a des doigtés qui sont donc indiqués par Michel Tournus, des coups d'archet, il y a de la place. Et là, par rapport à l'édition de Gendron, où parfois l'espace entre les lignes est vraiment petit, ça aurait commencé à charger beaucoup la partition que de changer des doigtés. Bah, ici, je trouve que naturellement, il y a plus de place, donc on pourrait changer les doigtés, rajouter d'autres choses sans que ça gêne trop en lisibilité. Et d'ailleurs, il n'y a pas énormément de doigtés de coups d'archet qui sont notés, donc c'est assez light. Donc cette édition, ce que je trouve intéressant, c'est que pour moi, c'est un bon mix entre la lisibilité d'une édition vierge et le fait qu'il y ait des notes d'un violoncelliste. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça propose quand même des indications pour
un musicien, un élève qui n'aurait pas forcément un professeur avec lui. Et en même temps, ça laisse de la place pour changer. Je la trouve moins invasive, en fait, au niveau annotation que celle de Gendron et celle de Tortelier. Voilà. Mais encore une fois, c'est que mon avis. Hein. Ça se trouve, il y a des personnes qui préféraient avoir vraiment le plus de doigtés possible, le plus d'indications possible, parce que c'est vrai qu'on se sent aussi rassuré quand on a plus d'indications. Personnellement, moi, je pense que ça propose un assez bon compromis. Et maintenant, on va passer à la dernière, c'est les éditions IMC, International Music Company. Et on a là les 6 suites de Jean-Sébastien Bach, éditées en un volume. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce qu'ils proposent eux aussi. Et c'est marrant de l'avoir gardé pour la fin. D'ailleurs, j'ai pas fait exprès. Mais très intéressant, vous allez voir pourquoi. On a une préface. Eux aussi, à mon avis, ils se basent sur le manuscrit d'Anna Magdalena. Voilà, c'est la page de garde du manuscrit. Et là, regardez ce qu'on a. On a à gauche l'édition moderne proposée par l'éditeur, avec des articulations qui me semblent être très proches de celles du manuscrit, c'est-à-dire qu'il y en a très peu, et quelques doigtés, mais vraiment pas grand-chose. Et à droite, on a le facsimilé juste à côté, qui correspond exactement au contenu qu'il y a à gauche. Donc ça a été coupé-collé pour que ça corresponde. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant, que pendant notre travail sur la version moderne où on note ses doigtés, ses coups d'archet, où on travaille, on est toujours de manière systématique et immédiate la version du manuscrit juste à côté. Et ils font ça sur chaque page en fait. Évidemment, le problème de ça, c'est qu'on va souvent avoir des tournes, d'accord? Par exemple, le prélude de la 2e suite, dans la plupart des éditions, même toutes celles qu'on a vues, il tient en 2 pages. Donc là, forcément, vu qu'il ne tient pas en 1 page, on va devoir tourner, même en jouant un prélude, enfin une des pièces qui normalement se joue sans tourne. Donc ça fait quand même beaucoup de tournes. C'est clairement un outil de travail pour avoir à proximité immédiate le manuscrit de référence, celui d'Anna Magdalena Bach, pendant le travail avec la version moderne. Pourquoi c'est intéressant d'aller voir le manuscrit? Tout à l'heure, j'ai mentionné le fait que c'était intéressant parce que ça nous permettait de savoir quelles notes étaient vraiment dans les sources, quelles indications étaient vraiment dans les sources. Si un éditeur rajoute une liaison, rajoute un tempo ou même corrige une erreur ou ce qu'il pense être une erreur, eh bien d'aller régulièrement vérifier dans le manuscrit permet d'aiguiser notre esprit critique et de se dire « Ah bah non, moi j'estime que c'est pas une erreur, je le joue comme c'est dans l'original ». Pour moi, c'est très important d'avoir cette démarche en fait. Je trouve ça nourrissant pour aiguiser notre esprit critique musical et pour apprendre à se forger des opinions tout en apprenant à rester humble en fait et à du coup ne pas se dire « Ah bah c'est marqué donc c'est la science infuse, c'est comme ça et pas autrement ». Bah non, il y a même entre des manuscrits qui ont été recopiés par 2 personnes du vivant de Bach, on peut voir des différences. Donc où est l'erreur ? Est-ce chez l'un ou chez l'autre? Voilà, on peut avoir cette opinion, mais on peut aussi se dire, bah voilà, il peut y avoir ces différences, on peut faire tel choix ou tel choix. C'est aussi ce qui nous singularise en tant qu'interprète, c'est d'avoir la capacité de faire ces choix. Mais du coup, de mettre toutes les chances de notre côté et tous les outils de notre côté pour faire ces choix en toute connaissance de cause. Voilà, ce tour d'horizon des différentes éditions des suites de Bach est terminé. J'espère que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie d'aller explorer une édition plutôt qu'une autre, que ça vous a peut-être renseigné, que ça a répondu à certaines des questions que vous vous posiez. Donc j'espère que ça vous a quand même été utile. Et puis si vous avez la moindre question sur l'une de ces éditions, ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo, je serai ravie de vous répondre. Évidemment, vous trouverez sous cette vidéo tous les liens pour vous procurer ces différentes éditions. Du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus autour du violoncelle. Ciao à tous!